Jordan Bardella, il n'a pas 30 ans, il est la cible de toutes les attaques de ses adversaires, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, Tristan, que quand on est victimisé, on se victimise plutôt, ça marche toujours, quoi, non ? Il arrive en fait à attraper le vote contestataire d'une certaine façon, contestataire à Emmanuel Macron, et puis il y a aussi un vote de conviction qui s'est consolidé aussi autour du Rassemblement national. On le voit dans la sociologie du vote qui est en train de changer. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était quand même des catégories populaires qui votaient d'abord pour le Rassemblement national, et on voit que parmi les catégories les plus aisées, finalement, il progresse fortement au point de talonner d'ailleurs les macronistes, ce qui est assez surprenant, ce qui prouve finalement qu'il a réussi à créer un alliage électoral qui est assez puissant. En politique, quand on arrive à construire comme ça un alliage avec des choses qui sont a priori opposées, c'est un super carburant. On se souvient évidemment de Nicolas Sarkozy qui avait évidemment les catégories aisées et aussi un électorat populaire. Yeah. On se souvient d'Emmanuel Macron qui a réussi à avoir les Européens de gauche et les Européens de droite. Quand on arrive comme ça à constituer quelque chose d'assez large, on performe comme ça dans les sondages et dans les urnes. Oui. Jordan Bardella, il est sûr de son fait, et on a très longtemps dit qu'il était là, il répétait des éléments de langage. Il est peut-être un peu mieux que ça, non ? Oui, non, clairement, il a travaillé depuis quelques mois, et on voit qu'au moins dans le cadre des débats, il maîtrise à peu près son sujet et qu'il ne prend pas non plus trop de risques, parce qu'en prenant trop de risques, en effet, il s'exposerait potentiellement à des crises de communication qui pourraient induire une perte de cet alliage électoral. Alors après, est-ce que dans une perspective pour l'après, pour la présidentielle, etc., ça peut être une option crédible ? Attention, pour l'instant, Marine Le Pen est très clairement ancrée, c'est elle qui incarne le parti, c'est elle également qui apparaît rassurante, et ça c'est très très nouveau également dans une partie de l'opinion. Jordan Bardella fait une bonne tête de liste pour des élections européennes, mais pour l'instant il ne fait pas autant, je dirais, d'ombre que ça à la patronne. De l'autre côté, je reviens sur ce qui a été dit, c'est ça le plus important. Peut-être fera-t-il 29% et on dira, mais regardez, en fait, il n'a pas fait 30. Peut-être fera-t-il 35, 40 et on dira, peut-être pas 40. Et là, on dira, regardez, c'est une victoire majeure. Ce n'est pas le plus important. Le plus important n'est pas le niveau du score, si on veut comprendre ce qui se passe, c'est la diversification de l'électorat. Si le soir des européennes, on a une vraie diversification de l'électorat, ça veut dire qu'en effet, il s'est passé quelque chose et qu'une partie de l'électorat vers la présidentielle peut se mobiliser pour ce parti. Et là, ça change fondamentalement la donne. Pour l'instant, le schéma électoral du RN lui permettait difficilement d'être majoritaire en voix à une présidentielle. S'il y a diversification, on change de jeu. Et cette diversification, elle s'explique peut-être, elle est motivée peut-être par le changement de pied économique de la formation. Oui, alors moi je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le RN ne fait quand même plus peur, et on le voit. Il n'y a plus de question de... Alors, on remonte, mais de Frexit ou de tout ça. Il a un discours quand même... Il ne s'agit pas de quitter l'Europe. Non, il ne s'agit pas de quitter l'Europe. Il rentre, en fait... Enfin, le discours... on est dans le même paradigme, j'ai envie de dire. Alors, le conservatisme, le protectionnisme, toutes les questions de protectionnisme, etc., européen, c'est un sujet qui est de plus en plus partagé. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi il y a une diversification. C'est que avant, le protectionnisme, c'était quand même c'était pas quelque chose qui était partagé par une majorité. Maintenant, c'est plus un gros mot, entre guillemets, le protectionnisme européen. Et toutes ces questions-là qui étaient quand même plus d'extrême droite, maintenant, elles se retrouvent un peu dans tous les partis, quoi. Donc, Bien sûr. Ça reste un parti populiste, quand même. Ça reste un parti qui est qualifié de national-populiste, effectivement, avec une dimension identitaire et anti-immigration, que ne porte pas un autre parti populiste comme la France insoumise. Ce qui est intéressant parmi la diversification sociologique, c'est d'y ajouter une dimension géographique dans la réflexion. Alors, on voit aussi qu'il y a des percées, en tout cas dans les intentions de vote, dans des régions qui étaient jusque-là des terres de mission. L'Ouest, par exemple, on pense à l'Ouest de la France, on pense à la Bretagne, où Jordan Bardella est crédité d'un haut niveau d'intention de vote, environ 30% également. Et on se souvient aussi de la percée, avec des considérations locales particulières, mais de Marine Le Pen dans les Outre-mer à la dernière présidentielle. Et donc c'est une nouvelle donne aussi, c'est une nouvelle réalité qu'il faudra analyser et cartographier au soir du 9 juin. C'est ces anciennes terres de mission devenues des régions où le Rassemblement national prospère.
Il sera question aussi des municipales, c'est le scrutin qui nous attend le prochain, une fois passé 2026. Les européennes en 2026. Est-ce que cette dynamique se poursuivra? Est-ce que les 88 députés Rassemblement national, par un travail d'implantation, de réseaux locaux développés, vont pouvoir provoquer comme un effet de levier et emporter également des mairies? Ce sera l'étape d'après, après l'échelon européen, l'échelon très local. Tristan? Il faut rappeler que effectivement, c'est l'électorat âgé qui se mobilise le plus, qui est le plus fidèle aux urnes. Oui. Et l'électorat âgé n'était pas du tout partisan ni de la sortie de l'euro, ni de la sortie de l'Union européenne. C'est leur pension. Et le Rassemblement national a retiré tous les verrous qui empêchaient les retraités de voter pour eux. Donc, en changeant évidemment leur programme, en édulcorant finalement leurs propositions, et c'est comme ça que finalement l'assise électorale s'est diversifiée, parce que les épouvantails ont disparu. Il faudra surveiller si la riposte du camp présidentiel fonctionne. Oui. Que depuis plusieurs semaines et mois, à grand renfort de meetings, de tracts, d'interventions médiatiques, Emmanuel Macron et ses soutiens essayent de mettre en avant des incohérences du Rassemblement national, des inconstances programmatiques, également le moindre investissement de Jordan Bardella au Parlement européen, en comparaison à d'autres eurodéputés beaucoup plus actifs qui ont déposé plus d'amendements, plus de textes de fond. Reste à savoir si ce contre-argumentaire-là fonctionnera auprès des électeurs. Ce qui marche, c'est la virginité. Enfin, ce qui inspire les gens, c'est la virginité de ce parti, non? En partie, c'est on a tout essayé, et donc, au fond, pourquoi pas? Parce qu'en effet, il y a un effet de contraste. Radical, certes, mais moins que Zemmour. Dangereux, peut-être, mais moins que Mélenchon. Amateur, peut-être, mais regardez la majorité actuelle. Et donc, ce faisant, cet effet de contraste dans la période actuelle fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impossibilité logique pour une grande partie des électeurs de voir ce parti au pouvoir. D'électeurs, mais également d'élus. Vous évoquiez tout à l'heure des scrutins. Il y en a un qui est extrêmement intéressant, c'est les sénatoriales, qui passent sous les radars, mais dans certains départements, entre 20 et 30% de grands électeurs. Dans les Landes, on parlait de l'Ouest notamment. Les Landes avaient été un département où le nombre de grands électeurs avait explosé entre les deux sénatoriales. On a des scores dantesques par rapport à ce qu'on pouvait y avoir il y a quelques années. Donc ça montre que vous avez des édiles, vous avez des maires, vous avez des conseillers municipaux qui n'ont pas été élus sous l'étiquette Rassemblement national, qui sont prêts à voter aujourd'hui pour des sénateurs Rassemblement national. Ça, c'est très très nouveau et ça montre une forme de notabilisation. Ça marque la construction de relais sur le terrain. Et donc, en effet, là aussi, il y a un truc qui se passe. Oui. Il faut rappeler aussi qu'il y a une certaine professionnalisation, notamment sur les questions économiques, dans l'ORN. Enfin, ces dernières années, ils ont quand même beaucoup gagné en technicité. Et donc, ça crédibilise leur discours. Et puis, il faut rappeler aussi que les élections européennes, c'est souvent un vote quand même très contestataire, anti-européen. Enfin, Bruxelles décide, Bruxelles impose. Donc, ça leur donne aussi un peu plus de poids. Ça reste ça quand même, hein. Un vote protestataire. En revanche, il faudra surveiller à l'échelon européen la configuration de leur groupe, parce qu'il y a un paradoxe, c'est qu'ils sont puissants en France, mais ils risquent de finir isolés au Parlement européen avec leur groupe Identité et Démocratie qui pourrait perdre des nationalités. En tout cas, ils sont le Rassemblement national actuellement est à la recherche justement de consolider ses alliés à l'échelle européenne pour ne pas se retrouver marginalisés. Donc il y a ce double niveau avec des discours différents effectivement entre un Rassemblement national en tête des intentions de vote à l'échelon national et un risque de marginalisation à l'échelle européenne. Il faudra également surveiller le score de Reconquête. Si Reconquête dépasse les 5% d'intention de vote, ils ont des élus. Et si on cumule les élus Rassemblement national, qui pourraient être une trentaine, plus des élus de Reconquête, qui pourraient être 5, on arrive avec 35 eurodéputés eurosceptiques. Alors même s'ils ne siégeront pas dans le même groupe, puisque les troupes d'Éric Zemmour seront rattachées au groupe de Giorgia Meloni, ECR, au Parlement européen, ça vous fait là un gros bloc de 35 eurodéputés eurosceptiques qui arrivent au Parlement européen. Au Parlement européen, ça fonctionne vraiment par les alliances. Beaucoup plus qu'en France. C'est comme ça qu'il y a des deals, c'est comme ça que ça avance, c'est par alliance. Donc il n'y aura pas de souci pour... Bien sûr. Et ça va être tout le paradoxe, c'est-à-dire que si jamais Éric Zemmour a des élus, ils seront plus probablement en position de se positionner dans une configuration d'alliance à travers le CR. On sait que von der Leyen a ouvert la voie potentiellement à Giorgia Meloni,
que le Rassemblement national. Après, il ne faut pas non plus se leurrer sur l'enjeu de ces élections, je parle sous votre contrôle, mais in fine, eh bien, les coalitions qui pourront fonctionner au Parlement européen et au Conseil, parce que le Parlement européen ne se suffit pas du point de vue de la législation, ne seront pas très différentes de celles d'hier. Vous aurez toujours besoin du PPE, vous aurez toujours besoin de l'ONU, vous aurez toujours besoin des sociodémocrates. Il pourrait y avoir une inflexion vers la droite, mais il n'y a pas vraiment actuellement de vraies coalitions alternatives que celles que l'on trouve actuellement au Parlement. Il faut des grands deals entre ces grands groupes. Et puis, il faut quand même rappeler qu'à Bruxelles, tout est quand même largement décidé au Conseil. Donc, on parle du Parlement européen, évidemment qu'ils font bouger certaines lignes. Et ce sont des relais des gouvernements, mais tout est décidé, les 3/4, c'est le Conseil qui décide, c'est les États membres. Donc on critique Bruxelles, mais ça vient quand même des capitales. Il faut le rappeler de temps en temps. Il faut le rappeler, effectivement. Alors, maintenant, vous savez que dans cette émission, il y a des coups de cœur et des coups de griffe. Donc, je vais vous demander à chacun les choix que vous avez faits. Tristan, on commence avec vous. On commence par le coup de griffe, peut-être ? Coup de griffe, c'est peut-être la tournure qu'a pu prendre toute une controverse autour de Colombe, cette électrice RN qu'on a aperçue dans un meeting à Perpignan de Marine Le Pen. Elle a témoigné au micro de LCI pour expliquer un petit peu les raisons de son vote et avant tout des raisons sociales. Et puis ça a ému. Le débat était intéressant puisque des personnalités de gauche se sont penchées un petit peu sur les raisons de son vote et se sont dit qu'il fallait la convaincre de revenir vers un vote social plutôt à gauche. Et puis on a appris finalement que ces déclarations l'avaient mise au banc un peu des Restos du Cœur, en tout cas avaient créé un malaise au sein de l'organisation. Et finalement, les déclarations initiales, notamment venues de la gauche, etc., sont parues tout d'un coup beaucoup plus lointaines. Oui. Donc, coup de griffe, ça, c'était votre coup de griffe. Et le débat était intéressant de pouvoir voir comment récupérer un électorat sur les questions sociales. Et finalement, on a l'impression que ce débat est un petit peu morné. Coup de cœur. Et coup de cœur, c'est l'arrivée bientôt de la flamme olympique à Marseille. On entend beaucoup de critiques sur les JO. Ah oui. Mais je pense que ça va être un événement beaucoup plus positif même qu'on ne l'imagine, même si c'est vrai qu'il y a une grève des éboueurs à Marseille qui risque de provoquer une arrivée un peu plus chaotique de la flamme. Mais c'est un événement quand même mondial où on a beaucoup de débats en France de pessimisme en disant que la France n'est plus une grande nation, etc. Polémique. On accueille encore des grands événements. On verra s'il est réussi ou pas, on ne sait pas encore. Mais il faut peut-être donner sa chance au produit. Est-ce que ça peut être un moment de concorde nationale, ces Jeux Olympiques, d'après vous ? C'est une gageure. Si ça se passe bien, oui. Un peu naïf. Oui, si ça se passe bien. Si ça se passe bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'on regarde les formations politiques. Ça n'anime pas, par exemple, la campagne électorale pour les européennes. C'est pas du tout au cœur du sujet. Non, mais pour autant, je vous en prie. Les JO sont souvent mis dans le même groupe que les européennes par certaines personnalités politiques qui disent, notamment s'agissant de 2027, les ambitions vont s'exprimer après, une fois passés ces deux rendez-vous. C'est ça. Les européennes, d'une part, puis les Jeux Olympiques. Les européennes, parce qu'on attend d'avoir le paysage politique actualisé et sorti des urnes, et les JO, parce que l'actualité politique risque d'être écrasée, mise à l'arrière-plan par rapport à ce moment qu'on espère être un moment de concorde nationale, pour répondre à votre question. Et c'est là que certains sortiront du bois pour dire « je suis candidat à l'élection présidentielle ». Alors Philippe a un congrès le premier week-end de décembre qui est prévu, et il se pourrait effectivement qu'il fasse un pas de plus à ce moment-là. Je pense que les JO, en tout cas, ça anime beaucoup des entreprises. Enfin, elles sont très engagées. Pour elles, ça va être vraiment un moment. On peut comprendre aussi. Il va y avoir beaucoup de dynamique économique. Enfin, si tout se passe bien. Mais on n'entend pas trop parler au niveau politique, mais au niveau des entreprises, ça s'organise et il y a une envie. Il y a une envie derrière. Et ça reste malgré tout un test pour Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Capital. Capital. Ouais. Manon, coup de griffe, coup de cœur. Coup de griffe, Bruno Le Maire. Donc, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il n'avait pas été mis au courant de l'accord sur les retraites des cheminots conclu à la SNCF. Qui revient en arrière par rapport à la réforme. Qui détricote la réforme, une réforme quand même qui avait été politiquement très sensible. Bien sûr. Donc je ne sais pas si c'est un coup de com'
ou si vraiment il n'a pas été mis au courant, j'en doute, ou si c'est un quai de com'. Matignon, ce qu'on a vu dans la presse, Matignon était bien informé concernant cet accord. De cet accord, oui. Ça fait tristement rire, je trouve, quand même, vu l'ambiance, vu l'atmosphère, vu la réforme, cette réforme des retraites, ça fait tristement rire qu'on en arrive là. Ça, c'était pour le coup de griffe. Et pour le coup de cœur, pas facile, mais quand même, il faut le souligner, la France arrive à nouveau en 2023 en tête de liste des pays européens en matière d'investissement étranger. Je n'ai pas les chiffres bien en tête, mais en tout cas, c'est un baromètre EY qui sort chaque année. Donc la France reste attractive, alors même que le coût du travail est quand même très élevé, qu'il y a un climat pas très... le climat n'est pas très très bon quand même. Ouais. Donc bon, ça mérite d'être souligné quand même. Et une des raisons de cette attractivité, c'est la qualité des services publics, je crois. Ah oui, voilà. Exactement. Non, je pense que quand même les réformes du premier quinquennat Macron ont joué. Oui. C'est ça qui est assez contradictoire, mais chez Macron, tout est paradoxal, en fait. C'est-à-dire qu'il est très critiqué, sa popularité est très basse, mais finalement, l'attractivité de la France n'est pas si mauvaise que ça. La preuve, c'est ce que vous venez de dire. C'est fragile, mais oui. C'est fragile, oui. Loris ? Mon coup de griffe, c'est un chiffre, un nombre plus précisément, une statistique issue d'une enquête IFOP qui a été réalisée ces derniers jours. 35% des 18-24 ans ont le sentiment qu'il est justifié de prendre à partie des Français juifs en raison de leur soutien réel ou supposé au gouvernement israélien. C'est grave. Dans un contexte où des actes antisémites nombreux sont enregistrés, c'est effectivement... une statistique qui fait froid dans le dos. Quant à mon coup de cœur, c'est un film, Borgo, qui est encore à l'affiche, réalisé par Stéphane Demoustier, que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une surveillante pénitentiaire qui arrive du continent en Corse, dans la prison de Borgo, qui tisse des liens avec un certain nombre de détenus et qui se laisse entraîner dans une mécanique qui sera fatale. Et c'est librement inspiré d'une affaire qui est jugée à partir d'aujourd'hui par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Les faits remontent à il y a quelques années, 2017 précisément, et donc c'est un film que je vous invite à aller voir. Qui est vraiment remarquable d'après vous ? Oui, et crédible dans la façon dont le réalisateur plonge le spectateur dans les coulisses d'une prison corse, où on voit les échanges avec les détenus, cette surveillante qui arrive débarquer du continent, donc allez le voir. Merci. Benjamin. Alors, coup de griffe, c'est pour le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui a décidé de visiter la Baltique, alors que vous qui connaissez beaucoup de présidents, cher Yves, vous savez que le président chinois est actuellement en France et qu'il y avait la nécessité probablement de présenter un front européen un tantinet uni. Xi Jinping sort assez peu de la Chine depuis la période Covid, il fait sa tournée en Europe, il va passer par Viktor Orban, il va passer par Budapest, il semble faire une forme de tournée des points de déstabilisation au niveau européen. Et donc, il y avait besoin, là, de montrer une forme de front commun et pas forcément de visiter les pays baltes, qui sont par ailleurs de très beaux endroits où séjourner et où il y a également des sujets. Mais on voit que cet agenda est politique, notamment tenu par l'industrie automobile allemande, et ça, c'est tout de même relativement un problème au vu du contexte géopolitique. Coup de cœur, on aura peut-être un point de désaccord, mais on avance sur le sujet de la proportionnelle. Et la proportionnelle, aujourd'hui, apparaît quand même comme étant une réforme qui, déjà, ne nécessite pas de réforme constitutionnelle. Là, je reprends ma casquette de constitutionnaliste. C'est une loi simple. C'est une loi ordinaire. Emmanuel Macron le promet, il avait promis à François Bayrou dès 2017. C'est un peu l'arlésienne des deux quinquennats. Il n'y aura pas de grande réforme constitutionnelle, mais il pourrait y avoir au moins cette réforme de la proportionnelle. Yael Braun-Pivet a proposé une forme de modus vivendi plutôt intelligent, ce qui est tout de même assez rare. Emmanuel Macron semble ouvrir la voie. Il faut bien comprendre que la proportionnelle, il y a deux pays qui n'y sont pas en Europe, nous et les Britanniques. Et qu'aujourd'hui, si on prend l'espace électoral que l'on connaît, il n'est plus certain que le mode de scrutin majoritaire à deux tours permette de faire des majorités. Je rappelle que c'était le mode de scrutin sous la Troisième République et que l'instabilité parlementaire était chronique. Regardez l'Assemblée aujourd'hui, on en est là. Merci Benjamin Morel, merci à vous quatre de vos éclairages et de vos commentaires sur l'actualité politique. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain, c'est bien lundi prochain, où il sera encore question évidemment des élections européennes. L'échéance se rapproche et d'ici là, je vous souhaite
un viaduc, tout ce que vous voulez. Une très bonne semaine. À lundi prochain.